Je te le dis en off. Je me suis mise à écrire pour des youtubeurs, du divertissement, genre Squeezie, Simon Puech, mais aussi Hugo Décrypte, Charles Villa. Et là, en fait, il y a quelques mois, je me suis dit, bon, en fait, et si moi, je me lançais pas sur YouTube. Franchement, des fois, j'y repense, je me dis, waouh, comment je vais faire l'année prochaine? Est-ce que tu penses qu'on peut encore se lancer sur YouTube aujourd'hui? Il y a 10 ans, on disait déjà que c'était trop tard de se lancer sur YouTube. T'as très peu de femmes tout court, en fait, sur les créateurs. T'as 8% de créatrices. Quand j'ai vu ce chiffre-là, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Vu que je débute, j'ai pas l'aplomb, tu vois, de tous les créateurs de contenu avec lesquels je travaille, qui ont presque 1 million d'abonnés, où là, eux, ils peuvent te faire un partenariat quand même à 15 000, 20 000 euros. Là, tu vois, mes partenariats, moi, je m'en fiche, je peux vraiment donner le prix. Tu vois, c'est du 1000, 1200, ce qui est super. Mais en fait, c'est vraiment ce que va me coûter la prod. Ouais. Il me reste rien après. J'adore ce métier. Je sais que je l'ai dans le sang. Mesdames et messieurs, Nous bonjour. sommes en guerre. CNN is fake news. Don't talk to me. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Moi, c'est Mélanie, alias Mélanie Nouveau Média sur Instagram. Réalisatrice de reportages pendant 7 ans pour la télé, aujourd'hui je suis experte en nouveaux médias et je t'emmène dans les coulisses de l'audiovisuel, qu'il soit tradi ou digital. Fake news, mensonges, jeux d'influence et de pouvoir. Mon objectif, c'est de t'aider à mieux t'informer en levant le silence sur ce qui se passe derrière la caméra, les micros, dans les rédacs, dans les bureaux des prods. Et surtout, on décrypte tout ça avec les insiders, ceux qui font les médias. Dans cet épisode 11, je reçois la journaliste Justine Rex. Après un passage par les médias tradis, elle a travaillé en coulisses pour les plus gros youtubeurs du moment, Squeezie, Hugo Décrypte. Aujourd'hui, elle passe devant la caméra et elle lance sa propre chaîne YouTube pour partager ses reportages. Elle a d'ailleurs remporté récemment la prestigieuse bourse Albert Londres en partenariat avec la SCAM et YouTube. Avec Justine, on parle de son parcours, de comment on écrit une vidéo YouTube et des coulisses du lancement de sa chaîne, avec quelques petits tips au passage. Alors que tu sois dans ton canapé, au sport, dans les transports, je te souhaite une très bonne écoute. C'est bon, t'es ready? Je suis prête. Trop bien. Salut Justine. Salut Mélanie. Bienvenue dans le podcast. Je suis très très heureuse de te recevoir. Déjà parce que j'adore recevoir des femmes journalistes sur le podcast. Et parce qu'on en a discuté un petit peu en off toutes les deux, mais on a des petites similitudes dans nos parcours et dans nos carrières. Et donc j'avais très envie de te rencontrer. Le podcast c'est aussi fait pour ça. Je crois que tu as écouté un peu quelques extraits, quelques épisodes. Je te refais un petit récap du projet. Donc moi je viens de télé, j'étais journaliste et puis j'ai eu envie de lancer mon média. Justement parce que parfois il y a pas mal de défiance envers les journalistes, parfois à juste titre aussi. Et j'avais envie d'aider les gens à mieux connaître en fait les coulisses des médias, comment on crée de l'info, la création de contenu, etc. Et je me suis dit que à travers d'interviews de gens qui écoutent, qui aiment suivre, ils pourraient un peu en savoir plus et savoir comment s'informer de façon un peu plus éclairée. Et c'est une très très bonne idée parce qu'on en a besoin, franchement. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors du coup, je m'appelle Justine Rex, je suis en effet journaliste comme toi. Maintenant, j'opère beaucoup sur YouTube, un peu comme toi. J'essaye de gagner en indépendance. Mais de base, j'avais un profil très très classique, école de journalisme. J'ai travaillé pendant 2 ans pour la télévision. Donc le réseau France Télévisions, France 2, France 3, France Info, Arte, BFM, vraiment les JT où j'étais sur le terrain avec les gilets jaunes. J'ai aussi fait un burn-out et j'en ai eu marre. Je suis partie plutôt après vers l'écrit et le web. Qui me correspondait un petit peu plus. Donc, je suis rentrée chez Vice et j'y suis restée 3 ans. À la fin, j'étais du coup chef du service société. Je me suis éclatée. Ça a fait faillite malheureusement comme plein de médias. Et à l'issue de ça, du coup, j'ai vraiment pris le temps de me poser parce qu'on me proposait des trucs. Mais c'était pas forcément exactement ce que je recherchais. J'avais écrit un livre entre-temps. Je me suis dit, est-ce que j'écris un 2e livre? Enfin, voilà, ce genre de choses. Et en fait, on m'a proposé d'écrire pour un youtubeur, donc c'est Simon Puech qui m'a contacté. Et en fait, là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et c'est à ce moment-là, je me suis mise à écrire pour des youtubeurs, à travailler avec des youtubeurs. Donc, que ce soit plutôt du divertissement, genre Squeezie, Simon Puech, mais aussi vraiment du journalisme en tant que tel sur YouTube, Hugo Décrypte, Charles Villa. Et là, en fait, il y a quelques mois, je me suis dit, en fait, et si moi, je me lançais pas sur YouTube? Trop cool. Est-ce que tu as toujours voulu être journaliste? En vrai, à part, tu vois, quand j'étais petite, où j'adorais les animaux et je me disais, je serais bien véto, comme je pense 2 enfants sur 4, tu vois. Ça m'est venu quand même très très tôt. Mon stage de 3e, c'était de journaliste, tu vois. J'avais vraiment envie de rencontrer plein de gens, raconter leur histoire. Ça a toujours été un truc très ancré en moi.
Est-ce que tu sais qui était ton journaliste ou ton émission préférée quand tu étais petite? Ce qui t'a donné envie de devenir journaliste? J'étais abonnée à Mon Petit Quotidien, je pense, beaucoup. Et en fait, mon papa surtout était en fait du coup libraire et il vendait un certain nombre de magazines et de journaux. Et le week-end, j'étais coincée avec lui parce qu'il travaillait, c'était un commerçant forcément. Et en fait, je bouffais tout. Vraiment, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je finissais par lire Capital alors que j'avais 9 ans. Je comprenais rien. Mais je disais vraiment de tout. Et en fait, je pense que c'est ce truc-là aussi où je me suis dit, mais il y a plein de choses différentes à raconter. Et c'est pas un journaliste en particulier, mais vraiment le côté pluralité du métier, quoi. Tu sais que moi, quand j'étais petite, j'ai appris à lire super tôt parce que j'étais très curieuse et j'avais lu tous les Tintins. Tu sais, j'étais déjà un petit peu... j'avais tellement envie d'être reporter et j'ai créé mon premier journal, je crois, quand j'avais 6 ans dans ma classe en CP. Je crois que c'est quand même une vocation, j'ai l'impression d'être journaliste. Ouais, pour beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'on s'y accroche. C'est tellement difficile, mais en même temps, je pense qu'on a un peu ça dans la peau. Carrément. Et du coup, c'est aussi pour ça que je disais qu'on a un peu des parcours qui se ressemblent. T'as fait de la télé avant. Moi aussi, je me suis mis dans le digital parce que j'ai fait un burn-out et j'avais besoin de sens. Et aussi, c'était un milieu toxique, on en parlait un peu en off. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Est-ce que c'est un peu la même chose qui t'est arrivé? Je pense que c'est un petit peu tout. Probablement que c'est un peu comme toi. Tu vas m'en dire plus aussi, mais en gros, déjà, c'était t'es jeune, donc en fait, t'es vraiment corvéable à merci. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et aussi, je sais que j'en parlais avec mes collègues jeunes, c'était la même chose. Tu peux pas dire non. Donc, c'est-à-dire que un jour, tu vas terminer à 23h et le lendemain, tu commences à 5h du matin. Tais-toi parce qu'en fait, t'es jeune et t'as cette opportunité de travailler pour un gros média. Donc, tu te tais, en fait. Et si tu dis quelque chose, on va vraiment te faire comprendre que t'as pas ton mot à dire. Ou sinon, reviens pas bosser chez nous. Ouais, il y a des gens qui font la queue devant la porte. Exactement, on te fait comprendre que t'as une chance pas possible, donc tais-toi. Et puis nous, on est passé par là, donc pourquoi toi t'en chierais pas? Donc t'avais vraiment les horaires très très difficiles, la pression constante où en gros t'as l'impression de jouer ta vie, alors qu'en fait oui, c'est du journalisme, c'est important de vraiment faire attention à ce que tu racontes, mais à des moments en fait on te met une pression telle. Des fois j'avais 3 chefs qui m'appelaient en même temps, qui se contredisent, machin. Tu dis mais stop, calmons-nous, nous ne faisons que de la télé, je vais parler de la météo aujourd'hui parce qu'il fait très chaud et que c'est la canicule, tu vois. Donc il y a ce truc où tu dis mais j'ai l'impression qu'on me met sans cesse sous pression. Vivre aussi dans les hôtels, en tout cas moi vu que je travaillais dans le JT, c'était un peu dur, évidemment ça fait partie du métier, mais avoir cette sensation de jamais se poser. Au début c'est un truc un peu excitant avec le journalisme et puis au bout d'un moment tu te dis mais je peux pas dire non, tu vois. Par exemple un moment j'avais accepté tu vois un contrat de 1 semaine et demie pour les vacances de Noël, vraiment sur pile poil Noël, et en fait le journalisme faisait que ça faisait 4 ans et demi que je n'avais pas fêté le 24 décembre avec ma famille. Ça c'est typiquement le journalisme. Et là je m'étais dit cette année le 24 au soir je suis avec ma famille, le 25 vous faites ce que vous voulez de moi, mais le 24 non. Et c'était cool parce que de base, je bossais pour France Info et je terminais à 17h. Je me disais, nickel. Et là, en fait, on me dit, ah non, on va te rapatrier plutôt pour le JT, etc. Et je me dis, ah, ok, bon, du coup, je vais terminer à 20h, 21h. Je dis, ok, pas de souci. Parce que de toute manière, c'est la même maison, donc tu peux pas dire non. Et, en fait, on commence à me dire, mais non, mais tu vas faire une mission, etc. Et je dis, mais je vous avais dit de base que je voulais 24 au soir. Et en fait, c'est ce truc où, en fait, on te grignote sans cesse au fur et à mesure qui m'a vraiment fait perdre pied. Et du coup, c'est à partir de ce jour-là où tu as décidé d'arrêter? Petit à petit, tu vois. Là, j'ai commencé à faire un burn-out. Et le souci, c'est comme tu le disais, en fait, vu qu'on est indépendant, en fait, t'as beau faire un burn-out, il se passe rien si, en fait, tu te fais arrêter. Je vais rien toucher. Ou aller un tout petit peu de chômage, mais je ne peux pas payer mon loyer. Donc, tous les matins, t'es dans ton lit, tu pleures. Et tu dois quand même y aller. Je crois que c'était vraiment le plus dur, tu vois, où tu commençais à réaliser que t'es en train de faire un burn-out. Et en fait, on est tellement jeunes, tu vois, quand on a pu faire un burn-out, tu dis, mais ça va pas m'arriver, je suis trop jeune, je viens de démarrer. Tu te sens, t'as le sang frais, tu vois. Ouais, moi, je me sentais invincible. Et puis, moi, je me souviens quand j'en parlais à mes collègues à côté, c'était là. En fait, comme ils étaient dans le même monde que moi, ils disaient, ouais, enfin bon, c'est la vie de journaliste, quoi. Enfin, tu l'as choisi. Et en fait, comme tout le monde est dans le même univers toxique, en fait, personne n'a plus de recul du tout. Et un jour, je me suis dit, attends, mais tous les jours, tu pleures pour aller au travail. Ouais, c'est la même chose. C'est pas normal. Et le jour où j'ai démissionné, en fait, c'était même pas un choix. Je crois que c'était de la survie. Et je suis allée au mariage de ma meilleure amie et j'ai reçu des messages horribles de mes patronnes. Et en fait, j'ai pleuré sur le trajet.
Et j'étais témoin du mariage et ma copine, elle me récupère, elle me dit « Non mais attends, c'est le plus beau jour de ma vie ». Je fais « Ouais mais là, moi ça va pas du tout ». Et en fait, c'était la première fois que j'ai coupé mon téléphone pendant 3 jours pendant le mariage. Et le lundi, au lieu de retourner à la rédac, j'ai pris un covoit et je me suis enfuie à Osgore sur la plage. J'ai appelé ma boss et j'ai démissionné et j'ai éteint mon téléphone. Et au final, c'était le jour, je crois, le plus heureux de ma vie. Mais c'est trop bien, ça me touche trop ce que tu dis parce que, en fait, on vit tellement beaucoup quand même la même chose. Et en fait, il y en a très très peu qui passent le cap de se dire, ok, là je dis non. Et je me mets aussi en difficulté financièrement et de qu'est-ce que je vais faire. Pas du tout d'argent de côté. Bon, j'avais mon intermittence parce que j'étais intermittente du spectacle, que je bossais pour la télé, mais j'avais pas 1 euro de côté. J'étais au milieu d'un doc que j'adorais. En plus, pour une fois, je bossais pour un doc qui me plaisait. Je faisais un doc sur la trisomie pour France Télé, donc j'étais trop contente. Mais en fait, j'étais déjà trop cramée, quoi. Ouais. Mais trop bien. Et ouais, c'est vrai pas trop bien, j'ai dit trop bien, c'est un réflexe, mais c'est trop bien de se rencontrer, de parler de ça, quoi. D'en parler, toujours bien d'avoir d'autres gens qui ont vécu la même chose, on se dit, on n'est pas seul, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait, du coup, donc tu m'as dit, au final, c'est un peu c'est Vice, et après, c'est un peu un YouTuber qui est venu te chercher, en fait, pour te mettre dans le digital. C'est ça. En fait, il regardait, du coup, Simon Puech, il regardait aussi ce que, forcément, font les médias, parce que c'est une source d'inspiration aussi pour les YouTubers. Et lui travaille déjà avec un journaliste qui était auteur pour lui. Okay. Il m'a dit, je kiffais ce que tu faisais chez Vice. Est-ce que ça te dit de travailler aussi pour moi? À ce moment-là, du coup, j'avais l'avantage d'avoir eu un licenciement économique. Du coup, j'avais le chômage, j'avais le temps de réfléchir. Je me suis dit, tentons, ça peut être marrant. Et pour le coup, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, ok, c'est un autre milieu qui a aussi évidemment ses travers, mais c'est pas pareil, ça reste du journalisme, je m'adresse à un public un peu différent, tu vois, et je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai pas moyen de me réapproprier mon métier, tu vois, et au fur et à mesure, tu vois, vraiment prendre les rênes, en quelque sorte, le lead comme toi, tu vois, avec le podcast. Et comment c'est de faire du journalisme sur YouTube? C'est quoi la différence avec ce que t'as pu apprendre avant? Alors, il y a le ton, je dirais, c'est-à-dire que en gros, là, par exemple, on est pareil sur un ton très décontracté, et ça, c'est, t'as fait de la télé, donc t'es comme moi. Nous, on nous a vraiment appris à être très, très, très formel, à avoir la fameuse voix télé, ce genre de choses. Ah ouais, le ton télé, on connaît pas à cœur. Et ça, en vrai, c'est très difficile de s'en défaire. J'ai réussi à m'en défaire avec Vice, justement, parce que je faisais aussi des vidéos, etc. On me disait, Justine, stop ta voix télé et tout. Je m'en rendais même pas compte. Donc, il y a ça, le côté liberté de ton, d'écriture. Et puis après, les vraies questions qui se posent, c'est plutôt tout ce qui est autour de la création de contenu. Comment j'en vis? Est-ce que je fais des placements de produits? Tu vois, parce que en fait, normalement, en tant que journaliste, t'es pas supposé faire ça. Mais ça, c'est un gros problème auquel je suis confrontée en ce moment. Et la question se pose pour les podcasts, mais depuis plus longtemps, et je trouve que c'est plus accepté que dans les podcasts, tu vois, vous fassiez vraiment des placements, alors que sur YouTube, en fait, on est très peu de journalistes implantés. Et aujourd'hui, je pense que ça va faire un peu tiquer le moment où on va shifter et on va dire, on est obligé de le faire, sinon on peut pas se payer. Mais parce que je pense que la différence que moi j'ai réalisée en montant mon podcast, c'est qu'en fait, avant, on était juste journaliste, mais on travaille pour une chaîne, un diffuseur qui, lui, faisait des pubs. Maintenant, quand on a notre chaîne YouTube comme toi ou notre podcast, en fait, on est à la fois journaliste et notre propre média. C'est ça. Et donc, en fait, quand t'es journaliste, on t'a toujours appris que jamais d'accepter l'argent des marques, mais un média, lui, il est obligé d'être financé par, soit les personnes qui le lisent, ou qui s'abonnent, comme sur Twitch, ou comme, mais à ce moment-là, il faut que les gens, ils payent, et ils ont l'habitude, je pense, maintenant aussi, d'avoir du contenu gratuit. Ouais. Ou alors, c'est les pubs. En fait, on n'a pas d'autres solutions, enfin, en tout cas, pour faire du contenu quali. Je sais que toi, tu fais des enquêtes qui durent un moment, donc t'as besoin aussi d'en vivre. Moi, je paye un studio, et du coup, la question se pose et j'ai pas la solution. Enfin, moi, chaque fois, tu vois, avec les invités, j'en parle parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Faut que j'en vive. En même temps, j'ai ma déontologie parce que je pense que ça, on l'a emmené avec nous, en tout cas, en partant de la télé, des autres médias. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de renouveler notre métier, en fait. Là, je pense que, tu vois, on est en train, malgré nous, de poser des fondements, tu vois, pour plus tard, et des réflexions qui vont forcément se poser. Aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est commission de la carte de presse, ils sont complètement à la ramasse, tu vois, dans 10 ans, ils s'y pencheront, mais ça va arriver. Est-ce que tu l'as, toi, la carte de presse? Je vais la perdre. Ok. Je vais la perdre. Parce que tu travailles pour ta propre chaîne. Exactement. Okay. Et en fait, cette année, j'étais en contrat avec Charles Villa, qui est journaliste, qui est reporter de guerre, qui mérite amplement sa carte de presse, mais qui n'est pas considéré comme un média. Donc en fait, même si je travaille pour Charles, même si sur mon contrat c'est écrit journaliste,
bah j'aurais pas ma carte de presse. Ça c'est vraiment évidemment le paradoxe, mais après c'est pas que moi, hein. Quand tu regardes les prix Albert Londres, quand on a toujours 2 sur 3 qui n'ont pas leur carte de presse, malheureusement il y a tout à revoir, en tout cas pour moi, sur les critères d'attribution. Et donc tu sais que tu travailles aussi pour Charles Villa. Tu peux nous dire un petit peu sur quels différents sujets, quelles différentes vidéos tu as travaillé, parce que tu as travaillé quand même pour les plus gros youtubeurs. On sait que les gens, ça leur fait un peu rêver cet univers. Est-ce que tu peux nous dire un peu avec quoi tu as travaillé et avec quel youtubeur? Bah écoute, avec Charles, du coup, c'est le dernier youtubeur avec lequel je me suis mis à travailler, mais avec lequel je travaille le plus, puisque maintenant je suis en temps plein avec lui jusqu'à la fin de l'année, où là je vais me lancer vraiment à fond sur ma chaîne. On verra comment ça se passe. Mais en gros, avec Charles, on travaille sur des formats courts et sur des formats longs. Donc en gros, je m'occupe de, par exemple, tous ces YouTube Shorts. Et on travaille sur différents, tu vois, formats enquête. Là, par exemple, il a sorti une grosse enquête sur, tu vois, tout ce qui était autour, en fait, de la surpêche. Donc ça, il l'a sorti il y a moins d'un mois. J'ai travaillé de A à Z sur le projet. Là, on va faire un gros film sur les enfants de Gaza. Donc je suis déjà partie au Qatar pour lui faire des premières interviews de Gazaouis d'enfants, et j'y retourne encore là dans un mois. Je vais m'occuper aussi des enfants qui sont recueillis en France. Donc voilà, l'idée c'est de faire des vidéos ensemble. Donc soit ça va être du côté reportage, soit au niveau de l'écriture, soit aussi au niveau des idées. Je suis un peu le petit couteau suisse journalistique, parce que lui évidemment il est aussi complètement sous pression à essayer aussi d'en vivre lui-même de sa chaîne, tu vois. Ouais, parce que je pense que les gens, je regardais un peu, j'ai regardé les interviews forcément sur tes réseaux, et quand tu disais que tu travaillais pour des youtubeurs, les gens disaient « Ah bon, mais je savais pas qu'il y avait des gens derrière ces équipes ». Et alors nous, on sait, parce qu'on sait à quel point une grosse enquête de Charles, et en fait, il en sort quand même assez régulièrement, c'est impossible de le faire tout seul. Mais en fait, maintenant, c'est devenu des mini boîtes de prod, ou des grosses boîtes de prod. D'ailleurs, pour Squeezie, par exemple, les youtubeurs. Oui, ils ont quasiment tous des boîtes de prod. Et c'est normal, tu vois, Hugo Décrypte, quand je suis partie avec lui en Corée du Sud, bah, on était 4, tu vois, à partir, on avait des réunions en amont, tu vois, sur quel sujet, quel angle on prend, tu vois. Après, évidemment, il y a le montage. Mais c'est vrai que, dans l'esprit des gens, je pense que c'est parce que le principe du YouTube, c'est, on fait un peu style, on est dans notre chambre, ce genre de choses. Évidemment, c'est pas toujours le cas. C'est ça. Du coup, il y a encore, dans l'esprit de certaines personnes, cette idée que, il y a pas une équipe derrière. Mais tu vois, par exemple, Charles, le doc dont je te parle sur la surpêche, et ben à la fin il a un générique, ce genre de choses. Je pense que là ça tend à changer et que les gens comprennent, tu vois, parce que peut-être aussi c'est parce qu'on est journaliste comme tu dis, mais genre quand tu vois la prod, tu vois bien qu'il y a pas qu'une seule personne, et heureusement, tu vois. Puis moi je trouve ça rassurant de savoir qu'en fait il y a des équipes, donc c'est à dire qu'il y a des gens qui vont enquêter, qui vont vérifier l'info, parce que s'il était tout seul, au bout d'un moment, bien sûr, tu vois. Enfin moi je trouve que c'est justement un gage de sérieux et de crédibilité d'avoir plein d'équipes qui t'aident à bosser sur les vidéos, quoi. Mais carrément, tu vois, moi mon rêve c'est de pouvoir travailler avec plein de gens, tu vois, sur ma chaîne. Plus t'es seul, plus t'as de chance de faire des conneries, plus tu te sens aussi toi-même seul. Là, tu vois, quand tu peux enfin un peu déléguer, c'est l'idéal, tu vois. Charles, c'est un excellent journaliste que j'admire énormément, et du coup, il peut se concentrer sur ce sur quoi il est le meilleur, tu vois. Et au moins, il délègue le reste à ses équipes. Et est-ce que tu penses, alors ça va après enchaîner sur ta chaîne YouTube, mais est-ce que tu penses qu'on peut encore se lancer sur YouTube en tant que journaliste aujourd'hui, où il y a déjà beaucoup de monde Je pense que du moment que t'as une envie, t'as quelque chose à raconter, tu vois, t'as ta patte, je pense que c'est possible. Il y a 10 ans, on disait déjà que c'était trop tard de se lancer sur YouTube. Aujourd'hui, là, on voit que il y a de nouveaux styles de youtubeurs qui se lancent, de nouveaux créateurs de contenu. Du moment que t'as ton identité, tu vois, par exemple, je pense beaucoup à Benoît Lecor, qui s'est lancé en même temps que moi, que je connais très bien. Et Benoît, il a complètement son identité, qui est complètement différente de la mienne, où moi, ça va être très enquête, ce genre de choses. Benoît, on est sur quelque chose très posé, très intimiste, très posé. On va faire aussi une vidéo ensemble. Mais typiquement, tu vois, on est sur 2 journalistes qui font 2 types de vidéos complètement différentes. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais évidemment, ça reste du journalisme, donc ça coûte cher à produire. Enfin, il y a plein de choses qui vont avec, quoi. Ouais, je pense que nous, on a l'expérience de la télé, donc on imagine un peu les budgets, on sait un peu ce qu'il y a derrière des grosses prods, mais c'est vrai que quand on se lance, parfois, on sait pas dans quoi de quoi on part, quoi. C'est faramineux, hein, franchement. Des fois, j'y repense, je me dis waouh, comment je vais faire l'année prochaine, tu vois, ce genre de choses. Mais j'essaye de me dire, bon, si je me lance pas à 100%, je regretterai, et ça a bien démarré, et il faut que je prenne le temps de le faire totalement. Mais ouais, c'est comme tu disais, nous on voit et on sait combien ça coûte, ne serait-ce qu'au niveau du matériel.
Ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir pour l'instant de youtubeur avec qui tu as travaillé, ou la plus belle vidéo ou... C'est super dur, on m'a posé cette question la dernière fois, parce que franchement, j'ai des exemples pour tous les youtubeurs avec lesquels j'ai travaillé, mais je pense que en ce moment, le docu sur les enfants de Gaza avec Charles, ça va être génial. C'est quelque chose qui m'a déjà vraiment bouleversée, tu vois, sur les premiers tournages qu'on a pu faire. C'est un gros projet qui lui tient à cœur, qui me tient à cœur, qui n'a jamais été fait. Donc ça, je pense que ça va être vraiment génial. Et après, sinon, un projet vraiment abouti, c'était les 2 reportages en Corée du Sud avec Hugo Décrypte, parce que c'était super cool d'imaginer vraiment, tu vois, des docus d'une demi-heure x 2, de réfléchir aux angles, de creuser, tu vois. Vraiment, je me suis vraiment occupée de beaucoup de choses, tu vois, en presque de la prod par moment, tu vois. Et ça, c'était génial, tu vois, de vraiment voir la conception des vidéos de A à Z, parce que des fois, je fais juste script, où j'ai trouvé une idée et je vais écrire la vidéo. Mais plus je suis impliquée, évidemment, plus c'est sympa. Évidemment, c'est plus de travail, mais c'est encore plus gratifiant. C'est fou parce que je donne des cours, tu sais, dans les écoles de com, et je fais pas mal d'éducation aux médias, et quand je demande à mes élèves comment ils s'informent, c'est tout le temps Hugo Décrypte. C'est assez dingue de voir, en fait, à quel point tout a changé, la façon de s'informer, et donc je pense que, j'espère qu'ils écouteront l'épisode aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est dingue, parce que moi je me souviens d'avoir regardé la télé petite, et aujourd'hui c'est que le digital, et donc j'essaye de leur dire, vous savez, alors, trop bien Hugo, mais il y a plein d'autres médias, c'est important de multiplier ses sources, mais c'est vrai que c'est unanime, quoi. Hugo, c'est incroyable. Ouais, vraiment, et je sais pas pour toi, mais je me souviens très bien des moments où Hugo s'est lancé, où c'était les moments où nous, on était un peu en fin d'école, de formation, ce genre de choses, où là, il commençait vraiment un petit peu, pas à percer, mais on parlait de lui, tu vois, dans le milieu. Je me souviens de tous les vieux de la vieille, ils disaient, mais c'est de la merde, c'est la même chose que l'AFP, ça va pas marcher, c'est la même chose. Et en fait, il a compris un truc que tous les médias n'ont pas compris, tu vois. Et rien que ça, je trouve ça fascinant. C'est vrai que moi, de l'intérieur, quand les gens voyaient des journalistes se lancer à l'époque sur d'autres réseaux, dans le digital, tout le monde se moquait un peu d'eux, les critiquait. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Tu vois, même Gaspard G commence à produire Stéphane Bern, Élise Lucet sur YouTube. Et en fait, tout est inversé. C'est pour ça que dans l'intro de mon podcast, j'ai repris la petite phrase de Thierry Ardisson quand il se moque de Squeezie, parce que pour moi, c'est très drôle, parce que tout s'est inversé aujourd'hui entre médias tradis et médias c'est digitaux. la télé qui vient chercher maintenant YouTube, tu vois, alors que d'une époque, c'était en mode les youtubeurs, ces gens bizarres dans leur chambre qui se filment, qui sont un peu cringe, tu vois, alors qu'en fait, c'est par là que passe maintenant le premier canal d'information. Alors, c'est pas principalement YouTube, c'est Internet, mais YouTube a dépassé la télé depuis très longtemps en termes vraiment d'audimat et d'heures de diffusion et d'écoute. Et alors, ma transition, du coup, c'est que tu disais que tu avais envie de te lancer à ton compte à plein temps. Déjà, j'avais envie de te dire félicitations, parce que je crois que tu as réussi une super bourse, un prix, la bourse Albert Londres. Je crois qu'il y a un partenariat avec la SCAM et YouTube, c'est ça? C'est ça, ouais. Pour une idée de reportage, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, depuis 2 ans, du coup, Albert Londres, en fait, s'associe avec un média ou une plateforme. L'année dernière, c'était France Info. Et cette année, c'était du coup YouTube. Et du coup, il fallait juste proposer, c'était 15 000 signes de dossier, mais il fallait juste proposer une idée, ce qu'on voulait. Et du coup, j'ai été sélectionnée. Donc, c'est trop chouette, parce que du coup, je vais avoir un petit budget pour financer une enquête. Et ça, c'est évidemment gratifiant. Moi, au-delà de juste me dire, OK, ça fait des sous, et c'est vrai qu'évidemment, ça me fait moins peur pour quand je vais me lancer dans quelques mois, mais je vais quand même devoir les utiliser pour cette vidéo, donc c'est pas juste dans ma poche comme ça. Mais c'est surtout, en gros, d'avoir un peu de légitimité, tu vois, de gagner en légitimité. Je trouve que c'est dur, tu vois. Encore plus, tu vois, quand t'es une femme sur YouTube, enfin, tu sais, on cumule un peu les trucs où tu te dis, bon, des fois je me dis, est-ce que je fais bien, est-ce que je suis à ma place, c'est vrai, parce que j'ai lu ton post sur Instagram, justement, quand t'annonces ta bourse, et après, c'est parce que je suis une femme, je pense, mais les choses que j'ai relevées dans ton post, c'est quand tu dis, je me sens un peu plus légitime, je me suis dit, c'est dingue, parce que peu importe les parcours, t'as quand même déjà un super parcours, je pense que t'as plus à prouver, tu vois, que t'es une bonne journaliste. Tout le monde me dit ça. Mais... Et j'ai l'impression qu'en tant que femme, c'est toujours un peu un combat avec soi-même de se sentir légitime, capable de, alors que peut-être que les hommes se posent moins la question.
Mais je pense que quand t'es un mec, alors évidemment il y a des exceptions, mais quand t'es un mec, t'es beaucoup plus fonceur dans ce truc. Déjà, produire en tant qu'homme sur YouTube, c'est pas la même chose que produire sur YouTube en tant que femme. C'est-à-dire que, par exemple, Charles me le disait, on en parle régulièrement parce que c'est un mec qui je trouve est très éduqué là-dessus et c'est agréable. Et ben il me disait régulièrement que on lui a jamais fait des remarques sur son physique, jamais, tu vois. Alors que tu parles avec n'importe quelle créatrice de contenu, mais sur des sujets qui sont même pas genre la mode ou le maquillage ou des choses genrées, et déjà ça n'excuse rien, tu vois. Mais sur des sujets qui n'ont rien à voir, je sais pas, genre l'histoire avec Manon Brie qui raconte qu'on lui dit tout le temps ah t'es ride machin, etc. Tu vois. Ça c'est assez dingue. Moi pour l'instant j'ai eu quelques petites remarques en mode t'es fraîche, etc. Mais ça va. Mais je sais très bien qu'en gros, c'est ce à quoi t'es exposée en tant que femme sur YouTube, alors que quand t'es un mec, bon bah juste tu produis, tu te poses pas la question de comment tu vas t'habiller ou enfin juste est-ce que tes fringues sont repassées et puis basta, tu vois. Mais c'est vrai que moi je me pose la question, je me dis est-ce que c'est en fait c'est toujours trop une décolleté, charge tu vois mentale dans la tête. Tu vois là, à chaque fois que j'arrive, parfois je me dis oh je suis relou parce que tu sais check les angles et tout, mais parce que je sais qu'on va pas me rater en fait si jamais j'ai un décolleté trop machin ou si jamais on voit un bourrelet machin et puis et donc en fait parfois je me dis oh mais il était un peu superficiel et tout alors que c'est pas le but du podcast, mais en même temps je sais qu'on va pas me rater, donc c'est toujours une petite charge mentale je pense qu'on a en plus dans la tête. Hier j'ai posté un extrait de mon podcast où je parlais justement de rôle modèle, j'ai interviewé une podcasteuse qui est super et qui fait des histoires justement de femmes inspirantes pour aider les petites filles à oser, et on m'a envoyé un message pour me dire mais toi ta place il est dans la cuisine, et je me suis dit waouh. Après, c'est pas grave. C'est du troll, quoi. C'est du troll. Je me dis, c'est justement des hommes qu'on dérange en prenant la parole et tout. Je me suis dit, ouais, un mec, on lui aurait jamais envoyé ça, quoi. Non. Mais c'est un truc qu'il faut, je pense, que ça passe au-dessus, mais c'est juste que, tu vois, ça peut vite être fatigant, et je pense que c'est aussi pour ça que t'as plein de meufs qui osent pas se lancer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur YouTube, forcément, je me suis intéressée à l'écosystème en vraiment me lançant dessus. T'as très peu de femmes tout court, en fait, sur les créateurs, t'as 8% de créatrices. Quand j'ai vu ce chiffre-là, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Et admettons, t'enlèves les contenus genrés, et une nouvelle fois, j'ai pas de problème avec les contenus genrés, et j'en regarde, tu vois, mais juste t'enlèves les contenus genrés, il y en a encore moins, tu vois. Des meufs qui se disent, ok, je vais peut-être aller sur, aujourd'hui, les terrains d'hommes, et c'est pas des terrains d'hommes, mais juste des terrains qui sont juste appropriés par les hommes sur YouTube, l'information, l'histoire, ce genre de choses, et ben, il y en a quasiment pas. Ouais, non, c'est dingue. Et c'est pour ça que pour moi, à chaque fois, je reçois une femme journaliste, tu vois, sur le podcast. Pour moi, c'est aussi le thème du podcast, tu vois, de mettre plus en valeur des rôles modèles. Je me dis, si on voit plus de femmes, tu vois, oser parler face caméra, se lancer sur YouTube, j'espère que ça inspirerait aussi d'autres femmes à le faire, parce qu'on en a besoin, je pense. Ouais, j'espère aussi. Parce que pour le coup, je pense que tant que tu verras pas des filles, en fait, dans les miniatures, tu diras, tiens, oh, il y a une meuf. Tu vois, je sais pas, par exemple, quand j'ai pris ma première miniature et que je le montrais autour de moi, on me disait ah ça va être bien de voir une meuf sur YouTube, mais tu vois c'est ouf comme réaction, et il y a aucun souci, mais juste j'aimerais bien juste que ce soit normal, tu vois. Et du coup pour te lancer là t'as déjà sorti 2 vidéos YouTube. C'est quoi alors le plan pour te lancer? Tu m'as dit à partir de l'année prochaine, c'est quoi, 2026? Fin novembre, je termine avec Charles. Ok. Et tout de suite après, j'enchaîne sur moi toute seule. Et je sais pas, j'essaye de pas me mettre de deadline en me disant bon bah tu verras bien, tu vois. Je vais voir en fait si j'ai envie, tout simplement. Donc là aujourd'hui, je vais avoir des sponsors parce que c'est la seule chose que je peux avoir pour financer. Je parle même pas pour moi, tu vois. En gros, là, je parle vraiment du principe que si j'ai ne serait-ce qu'un SMIC, tu vois, quand je termine avec Charles, et je sais même pas vraiment comment je vais le faire, tu vois. C'est juste que je donne des cours un peu comme toi, des trucs par-ci par-là, tu vois. On a appris à se débrouiller. On grappille, tu vois. Et tu vois, je vais faire des sponsors à chaque fois juste pour les coups de prod. Mais aujourd'hui, bah évidemment, vu que je débute, j'ai pas, tu vois, l'aplomb, tu vois, de tous les créateurs de contenu avec lesquels je travaille, qui ont presque 1 million d'abonnés, où là, eux, ils peuvent te faire un partenariat quand même à 15 000, 20 000 euros. Là, tu vois, mes partenariats, moi, je m'en fiche, je peux vraiment donner le prix. Tu vois, c'est du 1000, 1200, ce qui est super, mais en fait, c'est vraiment ce que va me coûter la prod. Ouais. Il me reste rien après, tu vois. Une prod minimale, quoi. Oui, minimal, du minimal, tu vois. À chaque fois, les personnes avec qui je bosse disent, je suis désolée, tu vois. On réduit le nombre de jours, tu vois, on fait au minimum, tu vois. J'ai un motion designer qui est un débutant, donc il est OK pour travailler pour un petit peu moins. Mon monteur, pareil, il me fait des tarifs de journaliste, alors qu'en fait, normalement, ça devrait pas être ça, tu vois. Et ça me gêne. Et j'ai hâte de pouvoir, et j'espère pouvoir les payer plus.
Bah, je te le souhaite aussi. Hein. Et comment tu fais justement pour trouver ces sponsors? C'est grâce à déjà tes vidéos que tu as sorties? Et grâce au prix, peut-être ça va t'aider? Bah, j'imagine que le prix, enfin j'espère, va peut-être m'amener quelque chose. Aujourd'hui, ça m'amène plutôt des médias, tu vois, qui veulent acheter le projet ou qui veulent que je sois plutôt consultante, tu vois, pour leur contenu sur le web, etc. Ce qui, en vrai, je trouve très cool. Ça peut t'amener des missions. Carrément. Et pour le coup, les sponsors, il y en a qui sont venus à moi. Et aujourd'hui, là, du coup, j'ai signé aussi avec une agence. Donc, c'est eux aussi qui vont m'aider à aller chercher. Parce qu'en fait, pareil, en fait, en gros, vu que t'es tout seul... C'est ça, vu que t'es tout seul, en fait, je peux pas tout faire. Et même si je suis plus avec Charles, en fait, j'ai besoin de déléguer. Et l'avantage d'avoir une agence, c'est que... en tant que tel, je le paye pas. Il va se payer sur ce que la marque va me payer. Oui, il prend un pourcentage. Donc, en gros, ça me permet déjà d'avoir une petite équipe, mais qui me coûte pas cher. Ouais, c'est ce qu'on me disait sur le podcast où on me demande, alors, est-ce que tu vas mettre de la pub sur ton podcast? Et je disais, mais j'ai pas du tout le temps pour l'instant de tout gérer, parce que je fais mes missions de freelance de journaliste à côté. Et en fait, c'est un métier presque à part entière. Donc, je me suis dit, je fais la première saison. Déjà, j'ai envie de faire quelque chose de quali, avoir des super invités. Et après, quand j'aurai, tu vois, une saison à montrer, j'irai un peu chercher des sponsors et tout, mais en fait, on fait 10 métiers à la fois, donc... c'est ça. Ouais, c'est compliqué. C'est survivre, trouver des gens avec qui bosser, avoir une sponsor, vivre aussi à côté, avoir des équipes si des fois tu vis, tu travailles avec ces gens-là, enfin, c'est interminable. Et donc là, c'est quoi Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du thème de la vidéo que tu vas avoir, enfin du prix que t'as gagné? Oui, du coup, la bourse Albert Londres, je l'ai gagnée pour une future enquête, qui est une enquête du coup sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme via TikTok, pas très fun, mais qui existe. En gros, aujourd'hui, t'as plein de lives sur TikTok. Et en fait, c'est vraiment une sorte de flou juridique où en fait, c'est un tampon pour faire passer de l'argent, dans le sens où toi, tu veux blanchir ton argent, j'ouvre un live, tu mets de l'argent sur mon live et c'est bon, il est blanchi parce qu'en fait, du coup, TikTok a agi, malgré lui, comme intermédiaire, tu vois. Et t'as quelques États, tu vois, qui sont en train de tirer les sonnettes d'alarme parce que, du coup, t'as des millions et des millions d'euros qui flottent et qui financent notamment Daesh et qui sont liés, du coup, à des trafics, notamment de drogue. Donc, l'idée, c'est de faire une enquête là-dessus. Ok. Et comment t'as justement les idées de tes enquêtes? Est-ce que tu fais de la veille média? Comment tu vas trouver une idée, dire ça ferait une bonne vidéo YouTube? C'est un peu des deux. En gros, je vais fouiller, tu vois, au max, tu vois, les médias internationaux, ce genre de choses. Des fois, c'est juste, je vais dire une phrase et je vais me dire, tiens, ça c'est marrant et ça va me permettre de creuser, ainsi de suite. Des fois, je vais dire aussi juste de la documentation officielle, tu vois. Des fois, ça marche bien de voir juste que ce dont parle, je sais pas, le Royaume-Uni, tu vois, à l'Assemblée, ce genre de choses, parce que des fois, c'est eux, ils ont des infos en fait presque avant les médias. Et après, sinon, des fois, c'est des intuitions. Je sais pas, par exemple, quand j'étais chez Vice, tu vois, on pouvait pas se permettre de faire de l'actualité hyper chaude parce que on était une petite équipe et en fait, les gens n'attendent pas la même chose que sur BFM. Mais on pouvait quand même faire des rebonds d'actualité. Donc, typiquement, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, je me suis dit, mais vraiment intuition, je me suis dit, les gens sont suffisamment cons pour harceler les restaurateurs russes en France. Je me fais une liste, il y avait que 8 restaurateurs russes, des vrais Russes en France. Je les appelle, presque tous, je crois qu'il y en avait un qui avait rien eu, ils avaient eu leur vitrine brisée, ils avaient été insultés, ce genre de choses. Donc des fois aussi, c'est juste ce truc de d'avoir des petites intuitions et de se dire, ok, peut-être que ça va donner quelque chose, et puis des fois pas du tout. Hein. Une fois, je m'étais dit, tiens, est-ce que j'avais lu un bouquin sur l'histoire qui parlait des gens qui faisaient des crises d'épilepsie au Moyen-Âge et qui étaient du coup traités comme si en fait ils étaient fous, comme s'ils étaient surtout possédés. Ouais. Exactement. Je me suis dit, est-ce que c'est pas déjà le cas est-ce que c'est pas encore le cas aujourd'hui? C'était pas le cas, tu vois. Donc ça dépend. Et tu me disais un peu en off, et là tu nous l'as redit, qu'il y a des médias qui ont voulu acheter ton reportage, enfin ton idée déjà pour lequel tu as gagné ton prix, et tu me disais que au final tu allais le laisser sur ta plateforme. Pourquoi? Parce que pour certains, ça pourrait être un peu un rêve de passer de YouTube à la télé. Ouais, parce que pour le coup, je pense que je peux pas en parler là comme ça, sortir des noms, mais c'était des grosses émissions très prestigieuses, en tout cas dans le journalisme, où je pense, tu vois, il y a quelques années, tu m'aurais dit, tu peux faire une émission là-dessus, j'aurais fait waouh, tu vois. Mais je me dis, ok, je vais gagner pas mal d'argent et ça va être dans une émission super prestigieuse. Mais en fait, c'était mon sujet
Et en fait, j'ai envie de le faire à ma sauce. Parce qu'en fait, si même si je suis réal et je signe avec eux en tant que réal, ce qui est même pas sûr, en fait, ça va être fait à la sauce télé. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Et de la case de l'émission pour Exactement. laquelle tu la signes, ouais. Donc en fait, mon sujet, je le perds. Je pourrais l'avoir sur ma chaîne YouTube, le faire comme je veux. Et en fait, ce serait pas le cas et c'est pas ce qui m'intéresse. Donc on verra, peut-être que ça va évoluer, peut-être qu'on va me proposer un truc qui pourrait être en simultané sur ma chaîne et sur une chaîne télé, j'en doute fortement, mais autrement ça m'intéresse pas trop, tu vois, le projet je l'ai vendu en me disant c'est pour ma chaîne. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je disais parfois on me dit tu fais ton podcast et puis peut-être qu'après tu étais à l'aise maintenant pour hoster le podcast, que tu pourrais retourner à la télé, et je dis tout le temps mais en fait non, c'est un choix d'être parti, c'est pas par dépit. Je trouve que la liberté qu'on a en tant que journaliste, d'avoir son propre média, elle a pas de prix. Alors évidemment, on galère parfois, comme on disait, à gagner sa vie. Mais moi, je me souviens qu'en tant que réal, et encore quand je pouvais être réal d'un reportage ou d'un documentaire, il y avait mon rédacteur en chef au-dessus, la boîte de prod, le producteur, la chaîne. Et au final, le reportage ressemblait pas du tout à ce que moi, j'aurais voulu que ça ressemble. Parce qu'en fait, c'est très normé, télé, puis même le minutage. C'est super. Moi, je me dis, je fais un épisode de podcast qui doit ressembler à la durée que notre discussion. Bon, après, finalement. Et c'est une bonne remarque, le minutage, ouais. Mais bon, là, à un moment, on va se faire virer du studio parce que je vais pas payer toute la journée. Mais tu vois, si je trouve que notre interview, si je peux la faire durer 1h30 parce que c'est passionnant, je vais le faire. Si parfois, c'est qu'une demi-heure, c'est pas grave. Mais je trouve que parfois aussi, les formats très compliqué. Faut que ça rentre dans la case. C'est ça. Faut que ça rentre dans une case, au final, au détriment de ce que tu vas raconter, quoi. C'est ça. Alors qu'en fait, tu vois, t'as des sujets, des fois, qui se prêtent pas à plus, et d'autres où tu te dis, mince, je suis vraiment frustrée, j'aurais bien aimé, raconter ou mettre cette interview en plus long. Et, tu vois, typiquement, sur YouTube, en fait, les gens s'en fichent. Tu peux sortir un truc de 45 minutes, c'est pas grave. Tout comme, tu vois, ma première vidéo, c'était 12 minutes. Mais tu vois, 12 minutes déjà, comparé à moi, ce que je faisais en télé. Alors toi, déjà, t'avais l'avantage de faire un un peu plus long. Et moi, en télé, c'était genre 1 minute 20, grand maximum si tu fais du magazine, 2 minutes 30. Donc, c'est assez frustrant. Ouais, après, moi, j'ai fait du 90 minutes quand j'étais réal à la télé. Enfin, moi, j'avais une équipe de prod. Enfin, ça coûtait, j'ai plus d'idées des heures de prix, mais au moins plus de 100 000 euros, 200 000 euros à produire, ce que j'ai pas aujourd'hui. Donc, rien que de produire 10 minutes tout seul, c'est énorme. Ouais, c'est ça. Bah, moi, par exemple, mes 2 premières vidéos, il y a plein de gens en commentaire, j'ai eu vraiment des retours très cool. Et la remarque que j'ai eue assez régulièrement, qui était pour le coup vraiment une critique constructive, c'était très chouette, mais j'aurais bien aimé que ce soit plus long. Et j'ai eu ça sur les 2 premières, et je me suis dit, j'entends, mais en fait, chaque minute que je produis, en fait, coûte de l'argent et me prend un temps infini, tu vois. Mais j'essaye, hein. La deuxième, normalement, elle va faire 25 minutes. Et pareil, comme tu dis, je vais pas tirer pour tirer. Ouais, je pense que c'est tellement une liberté qu'il faut pouvoir, faire l'enquête, ce que ça vaut en durée et pas plus. Et puis, si les gens, en fait, ils trouvent que c'est pas assez long, c'est plutôt un compliment, moi, je trouve. C'est-à-dire que ton travail, il est... Oui. C'est cool, je l'ai bien pris. Est-ce que tu as un souvenir de tournage là dans toute ta carrière? Je sais pas depuis combien de temps tu es journaliste. Ça va faire 8 ans. 8 ans. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir de tournage un peu mémorable En bien ou en mal? Un peu les deux. Un peu les deux. Les galères, on en a connu aussi en tournage. Mais Finesse. En galère de tournage, franchement, il y en a eu tellement. Mais ce qui a été très dur pour moi en tant que journaliste, c'était vraiment de couvrir les gilets jaunes, parce que c'était vraiment le moment où je venais de sortir de vraiment mon école de journalisme. On savait que c'était un métier qui était détesté, mais en fait, c'est différent quand tu y es exposé au quotidien. Et vraiment, quand je te dis, j'ai fait tous les samedis, du début des gilets jaunes, je vois que ça avait commencé en novembre ou fin octobre, au mois de juin, j'ai fait tous les samedis. C'était pour quelle chaîne? J'ai fait pour France 2, pour France 3, pour France Info, pour BFM, pour Artistes. Okay. Voilà. Toutes. Et c'était terrible. Et j'ai fait dans toute la France, tu vois. Donc j'ai fait en effet Paris, les Champs-Élysées avec les pavés qui partaient dans tous les sens. J'ai fait aussi Strasbourg, Nantes, tu vois, plein de villes différentes. Il y avait évidemment des moments où heureusement ça se passait bien, mais avoir des gens qui te hurlent, vous êtes la finance, alors qu'en fait t'as probablement beaucoup moins que lui sur son compte en banque. J'ai eu des amis qui ont été à l'hôpital, tu vois. Enfin, c'était vraiment d'une violence extrême où tu dis,
punaise, comment je vais réussir en tant que journaliste à essayer de renouer avec ces gens-là. Moi, je prenais énormément de temps au départ, tu vois, à parler avec eux. Je sais pas si t'as eu l'occasion, tu vois, d'en rencontrer, toi, des gilets jaunes, mais c'était particulier. Pas trop, parce que moi, je faisais du magazine, mais moi, j'étais ultra attristée de voir, évidemment, de mes collègues, j'ai des copines qui étaient JRI, donc qui étaient journalistes et avec leur caméra qui y allaient. Et quand je les voyais à rien lâcher, ça me brisait le cœur parce que je me disais, waouh, mais, et en même temps, on comprend la méfiance qu'il peut y avoir envers les médias parce qu'il n'y a pas tout qui fonctionne bien. Et en même temps, nous, on sait qu'on est de bonne foi et qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on veut justement relayer l'info et relayer ce qui se passe. Et c'est ultra. Et c'est pour ça aussi que ce podcast, je me dis, pour moi, il est important de me dire. En fait, oui, les journalistes, ils sont souvent précaires. C'est pas nous qui décidons. On n'est pas les patrons des médias pour lesquels on travaille. Et parfois, il y a même des urgences de... parfois, on fait des reportages juste parce qu'on a besoin de bosser. Et il y a ce côté-là que les gens connaissent pas. Et moi, je sais que quand j'arrivais pour faire des reportages, les gens pensaient que j'allais être un peu une princesse. Tu sais, quand tu fais des reportages, tu dois te glisser dans la vie des gens. Et en fait, quand ils se rendent compte que t'es quelqu'un de normal, de plutôt simple... et qu'en fait tu gagnes sûrement moins qu'eux, en fait ils sont assez surpris. Et donc je trouvais ça assez triste en fait d'avoir cette division entre les médias et les gens alors que ça devrait pas. Mais ouais, t'as vraiment un mythe en fait autour du journaliste, je crois, qui est surtout la télé, je pense. Surtout la télé. T'as ce truc où t'as le présentateur, etc. Ils imaginent vraiment tous les journalistes dans une sorte de prison dorée à Paris, tu vois, complètement déconnectés. Et il y en a, évidemment, tu vois, tous les clichés, ils viennent pas de nulle part. Et moi, je les comprenais, les gilets jaunes, quand ils disaient « on se sent pas représenté », je les comprends. Mais il y a aussi des moments où tu te dis, en fait, des cours d'éducation aux médias, en fait, obligatoires, tu vois, à partir du CP, ce serait génial. Tu vois, comme les cours d'éducation sexuelle, tu vois, en gros, tiens, on va vous apprendre aujourd'hui ce que c'est une fake news, tu vois, CE1, ainsi de suite, tu vois, moi je le fais de temps en temps. Mais c'est un truc qu'en fait, tu prends du temps bénévolement. Et si tu vois là le gouvernement prenait vraiment les choses à bras le corps en disant juste oui il y a des fake news, mais non en fait on va mettre un peu d'argent parce que ce serait pas non plus hyper cher d'avoir des cours d'éducation aux médias, je suis sûre que ça aiderait. Ça fait partie de ce qui je sais plus si ça existe maintenant à l'école, mais l'éducation civique, moi ce que j'explique quand je donne des cours à mes élèves, c'est juste apprendre à être un bon citoyen. En plus dans des écoles de com, donc je leur dis c'est aussi votre boulot, vous pouvez pas relayer n'importe quoi, faut faire attention. Mais tu vois, rien que de savoir à qui appartiennent les médias, ce genre de choses-là, avoir un peu de recul. Tu vois, je leur apprenais la définition d'une fake news et je leur disais, mais une fake news, c'est pas une fausse info qu'un journaliste va se tromper parce que parfois il y a la course au scoop aussi, on peut faire des erreurs. Et souvent, après, on va dire, OK, on s'est trompé, on a voulu aller trop vite. Une fake news, elle a pour but de vous manipuler. Et c'est là où c'est important de savoir, en fait, éviter, alors on peut pas tout le temps, mais d'éviter de tomber dans le piège, quoi. Donc pour moi c'est primordial en fait de savoir tout ça, mais je me dis que ça commence à changer, on commence à en parler de plus en plus et j'espère que dans les écoles on en parlera. Moi c'est un peu l'IA qui m'inquiète parce que même en tant que journaliste, tu vois, c'est très compliqué par moment sur certaines images d'être vraiment raccord et de dire ok ça c'est de l'IA. Évidemment je me fais pas avoir dans les trucs de petits vieux en mode il y a un château de sable en forme de Jésus, tu vois, il y a des trucs de dingo qui sont hyper drôles. Ouais, tu parles des deepfakes, mais tout ce qui est en vidéo. Sans parler des deepfakes, tu vois, avec Charles on avait fait tu vois tout un short sur tu vois les incendies à Los Angeles. Et un moment on avait laissé passer une image qui était générée par IA et qu'on n'avait pas capté au départ, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas les outils suffisants pour tout de suite déceler que ça, c'est l'IA. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, tu vois. Vraiment, de temps en temps, je tombe sur des vidéos, encore plus là, depuis le nouvel outil de Google. Je me dis, il va falloir qu'on s'arme de patience parce que niveau, tu vois, debunk, tu vois, et fake news, on va en avoir plein avec ça. Oui, mais je pense que ça va être notre grand défi aussi de journaliste, d'arriver à expliquer aux gens et débunker et même nous ne pas se faire avoir par les infos et les sources qu'on va recevoir aussi. Ouais. Et est-ce que tu as quelqu'un que tu rêves d'interviewer? C'est une bonne question. Quelqu'un que je rêve d'interviewer? Moi, je suis plutôt, tu vois, dans l'optique d'interviewer des gens qu'on n'a pas vus dans les médias, tu vois.
Donc j'ai pas un nom où je me dis ok, j'adorerais rencontrer cette personne. Tu vois, il y a des gens évidemment que j'admire, tu vois, parce que j'adore leur écriture, tu vois. Je sais pas, par exemple Leïla Slimani, j'adore. Je fais pas du contenu littéraire, donc je l'interviewerai pas forcément. Mais j'essaye vraiment, pour le coup, plutôt de m'atteler aux gens dont on va pas beaucoup parler. Tu vois, là par exemple, mes prochaines vidéos, tu vois, j'aimerais bien faire un truc sur le milieu agricole, ce genre de choses. Donc pas forcément, tu vois, parce qu'en plus j'ai eu le temps avec la télé d'interviewer beaucoup de gens, beaucoup de ministres, ce genre de choses. Et c'est pas ce qui m'attire le plus. Et je pense que c'est pas comme ça que je vais vraiment intéresser les gens ou même avoir quelque chose moi à apporter en tant que journaliste. Mais est-ce que par exemple il y a des gens ou un pays ou enfin tu vois quelque part une enquête qui te fait un peu rêver? Eh ben écoute, moi j'aimerais bien poursuivre une enquête que j'avais commencée chez Vice, qui avait vachement bien marché, qui était une enquête sur le trafic d'organes des Ouïghours. Et c'était juste avant qu'on se mette vraiment à parler des Ouïghours. Et ça avait vraiment mené à une conversation au Sénat. Après, il y a eu une enquête de l'OTAN, tu vois. Ça, c'est hyper rare en tant que journaliste, qui est vraiment quelque chose, en fait, après ce que t'as fait. Parce que généralement, il faut se dire, OK, je le fais pour informer les gens, qui est vraiment des retombées en tant que telles. Généralement, il y en a pas, tu vois. Ouais. Mais là, du coup, il y avait eu quelque chose. C'est trop bien. Et ouais, c'était trop bien. Et la frustration, c'est que j'y suis pas allée en Chine, tu vois. C'était vraiment une enquête 100%, tu vois, à distance, avec des témoignages, tu vois, tout était très étayé. Mais évidemment, je sais que les camps d'Ouïghours aujourd'hui sont complètement fermés d'accès. Mais j'adorerais, tu vois, refaire ça version vidéo, parce que c'était un article papier. Et vraiment le mettre au goût du jour, tu vois. Mais par exemple, moi, je sais que ce serait très compliqué parce que, par exemple, je suis dans les viseurs, parce que j'ai déjà fait une enquête là-dessus, tu vois. Donc, je pense que je remets les pieds en Chine. J'y suis déjà allée, tu vois. Je pense que peut-être que ça passerait, mais pour m'approcher, en tout cas, de la région du Xinjiang où il y a des camps d'Ouïghours, ce serait compliqué. Mais par exemple, bosser avec des gens sur place, ça, ce serait génial. Ok, bon, on note. Alors, j'espère qu'on verra ça bientôt sur ta chaîne. Est-ce que t'as encore, j'imagine t'es encore jeune, mais est-ce que t'as encore des rêves quand tu dois dans 10 ans? Je sais pas. Comment tu t'imagines encore avec ta chaîne YouTube? Bah, écoute, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir en vivre, tu vois. Okay. Les médias traditionnels, ils m'ont déçue. Je me vois pas forcément y retourner. Je me vois pas non plus arrêter de journaliste parce que j'adore ce métier. J'adore ça. Vraiment, je sais que je l'ai dans le sang, tu vois. Donc, dans 10 ans, honnêtement, si j'ai ma chaîne YouTube, si je peux m'éclater avec tu vois, des autres journalistes, tu vois, moi, j'ai vraiment envie de ça aussi, de faire des collabs, tu vois, de pouvoir, par exemple, acheter une enquête, tu vois, d'un journaliste écrit, qu'on travaille ensemble, tu vois. J'ai aussi envie de ramener le journaliste sur YouTube, qui existe, mais de manière un peu trop individuelle, tu vois, je trouve. Ça me ferait vraiment kiffer. Et il y a encore plein de choses à faire. Là, tu vois, j'ai pu réaliser un rêve qui était de réaliser un reportage à l'étranger pour ma chaîne. Je suis partie au Japon, là, il y a 1 mois. Ça devrait sortir, du coup, mi-septembre, tu vois, l'une des 2 vidéos que j'ai pu tourner. Ça, c'est déjà génial. Donc, finalement, c'est des choses qu'on a pu peut-être vivre un peu à travers des médias traditionnels. Mais quand c'est, tu vois, comme pour toi, pour ton podcast, ou moi, pour ma chaîne YouTube, quand c'est pour toi et que tu sais ce pourquoi tu le fais, en fait, ça prend une autre dimension, tu vois. Ouais, moi, je suis ultra émotionnelle avec mon média. Parfois, ma famille, ils comprennent pas du tout. Mais tu vois, quand j'arrive à avoir une invitée qui me dit oui, qui vient, tu vois, là, d'avoir tourné, cette semaine, en 2 semaines, j'ai tourné 6 épisodes et j'étais ultra fière, tu vois, que des gens acceptent, venir sur mon média. Et à chaque fois que j'ai une bonne nouvelle, j'ai tout le temps envie de pleurer parce que je suis trop fière. Alors qu'évidemment, j'aimais trop mon métier, mais je me dis, aujourd'hui, le digital, il nous offre cette possibilité. Moi, ça m'offre la possibilité de faire le métier de mes rêves, en vrai. Et parfois, quand je repense à la petite fille qui voulait être journaliste, peut-être parce que j'étais une femme, mais j'aurais jamais osé, même si c'est un petit média, tu vois, aujourd'hui, lancer mon propre média. Tu vois, je rêvais d'être journaliste, mais alors avoir mon propre média et décider des sujets dans lesquels je pourrais parler, je trouve que c'est assez trop bien. C'est pour ça, je te comprends quand tu me dis j'ai été déçue par les médias tradis. Et aujourd'hui, j'y retournerai pas. Et tout ce que j'ai envie, c'est de pouvoir en vivre de ce que je fais. Je comprends tellement. Je me vois pas faire autre chose, je crois, plus tard, dans 10 ans. On sait ce qu'on nous souhaite. Mais écoute, j'espère. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas encore ultra développé. Il y a encore des journalistes dessus. Est-ce que s'il y a des journalistes qui osent pas se lancer et qui t'écoutent à ce micro, qu'est-ce que tu leur dirais? De foncer. Évidemment, se lancer sur YouTube aujourd'hui, c'est pas la même chose que se lancer il y a 15 ans
où t'avais des gens qui avaient une petite caméra merdique posée sur 3 bouquins en guise de trépied. Je vais pas dire le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est vachement professionnalisé. C'est un métier en tant que tel. Je pense quand même que tu peux arriver sur YouTube et d'un coup faire des millions, tu vois, de vues. C'est ce qui est arrivé à Benoît. Moi, ça a bien marché. J'ai fait 100 000 vues, tu vois, pour ma première vidéo. C'est pas 1 million, mais je m'en fiche. En fait, ce qui compte, c'est, tu vois, d'avoir déjà ton audience et que tu dises, OK, j'ai pu raconter l'histoire comme je la voulais. Donc, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, bon, bah, si vous avez pas les moyens, bah, vous faites avec les moyens du bord. Est-ce que vous avez un sujet qui, pour vous, va forcément péter parce que personne n'en a déjà parlé, c'est hyper intéressant et vous avez fait une enquête pour le Canard enchaîné, mais en fait, super, les abonnés du Canard enchaîné l'ont lu, ont trouvé ça bien, mais en fait, ça pourrait avoir une portée beaucoup plus grande parce que YouTube. Donc, allez-y. Et en fait, on s'en fiche si le matos est pourri. Si vous voulez faire un truc où vous voulez plus raconter une histoire, un truc plus chill, bah, dans ce cas-là, pourquoi pas, louer. Tu vois, comme toi, tu loues le studio, tu vois, louer juste sur le moment du tournage et faire au fur et à mesure. Mais pour moi, en fait, tout est aujourd'hui possible. Et même si on se trompe, c'est pas grave, en fait. Ouais. J'ai envie de te dire, je sais pas si toi, tu faisais des duplex, tu vois, de temps en temps. T'as eu cette chance. Bah, tu vois, moi, par exemple, au départ, quand j'ai commencé les duplex, les directs à la télé, j'étais super stressée, tu vois, forcément. En plus, moi, j'ai commencé avec France Télé, France 2, France 3. Donc, en fait, c'est très sacralisé. Ouais. En gros, t'en fais qu'un. Tu vois, donc sinon tu te plantes. Et je me souviens au départ, des fois je bafouillais, ce genre de choses. On me criait dessus. T'avais un mot où j'avais bafouillé, on me hurlait dessus. Merci mes chefs. Et après j'ai commencé à bosser, tu vois, aussi en chaîne info où là tu les enchaînes toutes les demi-heures et tu commences un peu à désacraliser le truc. Tu dis mais en fait j'en ai loupé un, j'en refais un après, tu vois. Alors évidemment c'est dur parce que c'est ta chaîne, c'est ta vidéo, etc. Mais en fait tous les gros youtubeurs ils diront il y a des vidéos que j'ai ratées, c'est pas grave. Mais moi c'est pas. Alors moi pour le coup c'était plus comme j'étais réelle, j'étais cachée derrière la caméra pendant 7 ans à la télé et quand j'ai voulu me lancer en freelance, je me suis dit ah mais là il va falloir que tu sois incarnée. C'était super dur parce que très compliqué quand t'es une femme d'avoir le rapport à l'image, etc. Et puis aujourd'hui j'y pense mais beaucoup moins et c'était la première prise de parole en public. J'ai fait une conférence sur les femmes et tout dans une mairie et c'était horrible. Je me suis totalement vautrée. C'était cata. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout morte. C'est pas grave. J'ai survécu. C'est juste mon ego qui a été touché. Et aujourd'hui, tu vois, je fais des conférences, je donne des cours et voilà, j'anime mon podcast. Voilà. Et ça se passe très bien. Et je pense que bon, là, j'en suis à une 15aine d'épisodes. Mais si je revoyais là le premier que j'ai sorti il y a 6 mois, je suis sûre que j'étais beaucoup moins à l'aise. Et en fait, j'optimise le montage, j'optimise l'écriture à chaque fois au fur et à mesure parce que moi, je peux pas être parfaite du premier coup. Et je pense qu'on a. C'est pas que toi. Oui, c'est tout le monde, tu vois. Je te rassure, Mélanie, c'est tout le monde, tu vois. Et je me dis, en fait, les gens, parfois, ils osent pas se lancer parce qu'ils ont peur de pas être prêts, mais je pense qu'on n'est jamais prêt, en fait. Enfin, évidemment, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, avoir une petite stratégie, à préparer son contenu, mais je pense qu'en fait, on va s'améliorer en faisant. Et je pense que les gens oublient que les gros youtubeurs qui vont aujourd'hui, un Inoxtag, un Squeezie, ils sont là depuis plus de 10 ans. Oui. Si on ressort leur première vidéo, déjà, ils seraient très jeunes. Mais en plus, c'était pas du tout parfait, quoi. Enfin, ils ont 10 ans, 15 ans de métier derrière, quoi. Et puis même, en fait, ce que toi, tu considères comme des erreurs, des fois, les gens, ils vont même pas capter. Tu sais, des fois, je me fais un drame vraiment sur « Ah, mais le son, nanana. » Et tu vois, on me dit « Mais j'ai rien vu, j'ai rien entendu. » Tu vois. Donc, évidemment, des fois, il y a des erreurs qui peuvent être plus ou moins visibles. Mais aujourd'hui, on parle souvent, tu vois, sur les réseaux sociaux de sincérité. Et c'est vachement, par exemple, les marques, ce qu'elles recherchent beaucoup, c'est l'authenticité, la sincérité. Mais ça passe aussi par ça. Ça passe parfois par faire des conneries, tu les assumes, et puis voilà. Et les gens, en fait, ils auront plus l'impression d'être proches de toi que si le truc est chiadé comme pas possible, où t'as certes dépensé des centaines de milliers d'euros, mais ça a pas d'âme. Ouais, y a pas d'humanité dedans. Je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, le mot d'ordre, c'est lancez-vous. Ouais, clairement, lancez-vous. Essayez, ratez, explosez, c'est pas grave. Dans tous les cas, moi, je me dis toujours une chose, c'est même si moi, par exemple, ça marche pas dans un an, les vidéos, elles ont marché, mais je peux pas en vivre. En fait, elles sont toujours là, tu vois. En fait, je vais pas revenir en arrière, qu'à zéro. Oui, certes, j'aurais perdu de l'argent, ça, c'est une évidence, tu vois. Mais le truc, je l'aurais fait, je pourrais toujours le montrer, je pourrais toujours en être fière et professionnellement, tu vois, je pourrais toujours me dire, voilà, je l'ai fait et je suis allée au bout. Et en fait, moi, vraiment, dans ma vie, j'ai le mojo de je veux pas de regrets, comme plein de gens, tu vois. Mais si je l'avais pas fait, je sais que je l'aurais regretté. Et ça faisait déjà des années que j'y pensais, tu vois. Pour le coup, je remercie vraiment Charles parce que c'est lui qui m'a mis le coup de pied au cul ou qui m'a dit « Justine, fais-le si t'en as envie, tu vois. »
Ah mais moi c'est pareil. Je pense que je me suis pas posé la question, c'est juste je me suis dit en fait tu le regretteras toute ta vie et au pire tu pourras pas te reprocher d'avoir essayé. C'est ça. Et puis tu pourras toujours aller après montrer aux boîtes que tu sais faire toute seule quoi. Donc et ça c'est super et au final c'est pas le nombre de milliers ou de centaines de milliers de vues qui fait que ton travail est super ou pas. Un jour ça pète ou ça pète pas. C'est ça. Tu sais jamais quand ça va arriver et c'est pas le plus important. Ce qui compte c'est que tu sois épanoui quand tu le fais et que tu sois fière et contente à la fin, tu vois. C'est l'essentiel. C'est facile à dire. Après, des fois, c'est plus compliqué, tu vois, quand t'as vraiment investi du temps et qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais je pense que c'est vraiment un truc vers lequel il faut toujours tendre. Et dernière petite question, si tu devais écouter ce podcast, qui t'aimerais avoir derrière ce micro que j'ai pas reçu? Bonne question. Est-ce que tu as envie de t'étendre aux gens à l'international? En anglais? Ouais, en anglais. Je peux essayer. Do you want to try? Moi, il y a une journaliste sur YouTube, justement, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cléo Abraham. Qui, ah oui, t'en as déjà parlé, je crois, dans une interview. Vraiment, qui est une grande source d'inspiration pour moi, que je trouve hyper intéressante parce que elle a réussi ce pari, justement, de sortir d'un gros média pour créer, vraiment, elle a littéralement créé un média. Et que je trouve fascinante parce que elle te fait de la vulga scientifique. Moi, vraiment, c'est des trucs qui me saoulent. Je trouve ça chiant. Et en fait, toutes ces vidéos, elles sont passionnantes, tu vois, parce qu'elle va te trouver le hook, la manière de la raconter. Évidemment, elle travaille avec des gens, elle aussi, tu vois. Mais en fait, elle a réussi à vraiment trouver son identité sur YouTube. Et pareil, j'ai l'impression que c'est une meuf qui est relativement préservée des gens qui sont cons, alors qu'en fait, elle est vraiment dans un terrain très masculin qui est la science, tu vois. Et typiquement, tu vois, je pense que je suis sûre qu'elle serait ravie d'être là, tu vois, et d'avoir un truc avec toi, un échange, parce que pareil, ce truc de partir d'un média et un très gros média pour lancer ta propre chaîne, ça veut dire quelque chose. Il y a le côté très entrepreneurial, très féministe, et puis aussi un peu, en fait, les médias actuels, c'est bien qu'ils existent, mais il y a d'autres voies possibles, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont faits pour être épanouis dans les médias actuels, et tant mieux pour eux. Évidemment, les médias, il faut qu'ils changent leur comportement, tu vois. Dans tous les cas, la toxicité, ça convient à personne. Mais il y a des gens qui sont faits pour travailler dans des médias traditionnels, et il en faut. Et t'as maintenant de nouvelles formes, tu vois, de journalistes qui sont en train de se créer et qu'il faut en fait encourager. Ouais, mettre en valeur. Ok, bah écoute, je vais essayer. J'ai vécu en Australie, donc je vais réviser mon anglais. Ah bah voilà. Trop cool. Et du coup, si les gens ils ont envie de te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, évidemment sur YouTube. C'est assez facile. Tout est à mon nom, donc Justine Rex, R-E-I-X. Donc il y a ma chaîne YouTube principalement. Donc il faut s'abonner, absolument. Exactement, ouais, ça fait plaisir à l'algorithme. Commenter, liker, évidemment c'est assez dingue, mais voilà, c'est un algo, donc en fait dès qu'une vidéo sort, quand on a envie de soutenir quelqu'un, c'est comme ça. Moi, par exemple, depuis que j'ai une chaîne YouTube, je me rends beaucoup plus compte de ça. Moi aussi, je le faisais pas avant. Tu vois, maintenant, dès que, par exemple, mes invités, dès que tu vois, je reçois quelqu'un, je le follow de partout et tout, parce que je sais que c'est trop important, quoi. Et je fais de l'éducation à tous les gens autour de moi, je les saoule. Mais parce que, en fait, on n'a pas cette tendance à, par exemple, poster un commentaire, alors que des fois, il y a des vidéos que je kiffe. Vraiment, je me dis, ouais, elle est trop bien, tu vois. Des fois, je la partage même à des potes, mais je vais pas envoyer un message, dire, c'est cool. Alors qu'en fait, tu vas avoir des gens qui vont des fois se recevoir de la haine, tu vois, par une minorité, et la majorité va avoir kiffé, mais ne va pas l'avoir dit, tu vois. Alors, un message qui dit, waouh, c'est trop bien ce que tu fais, tu vois. J'ai eu des messages qui étaient trop touchants sur, c'est cool de voir une meuf, c'est cool de voir du journalisme différent aujourd'hui, tu vois. Ça met du baume au cœur, et typiquement, tu vois, après, je suis sûre que tu fais pareil. Des fois, tu peux dire, ok, j'ai un coup de mou, ou je me remets en question. Tu vas lire ce genre de commentaires. Et souvent, c'est cool. Moi, souvent, bizarrement, après, je crois à ce genre de choses, mais souvent, quand j'ai des coups durs, c'est souvent là que je reçois, tu vois, un message, et je me dis, en fait, tu sais pourquoi tu le fais, et même s'il y a une personne qui a écouté ton épisode. Bien sûr. Et à qui ça a fait du bien, c'est ok, tu vois, et c'est trop précieux. Donc, surtout, abonnez-vous à la chaîne de Justine, c'est important. Pour donner de la force, donc sur YouTube. Et est-ce que Instagram aussi? Ouais, Instagram, je suis partie des gens un peu étranges où j'ai plus d'abonnés sur YouTube que Instagram, parce que mon Instagram était presque un Instagram juste, tu vois, perso. Moi, en tant que journaliste, j'utilisais beaucoup Twitter, donc c'est là où j'avais pas mal d'abonnés, mais Insta, en fait, je le délaissais pas mal. Et là, je me suis dit, ok, je fais passer mon Insta perso à l'Insta pro. Donc j'ai des potes qui m'ont dit, t'as viré tes photos de vacances? Oui. J'ai fait pareil aussi. Voilà. Donc en gros, évidemment, Instagram aussi, Justine Rex, R-E-I-X.
Et après, je me lance aussi un petit peu sur TikTok. Pareil, Wow. tout est à mon nom, donc c'est assez facile. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour cet épisode. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était trop cool. Et puis donc, à très vite pour un prochain épisode. Merci. Merci à toi. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify et à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est vraiment très très important pour soutenir mon travail. Et si tu te demandes ce qui se dit entre un invité et un podcasteur une fois qu'on a coupé l'interview, je te partage nos toutes premières secondes en off. Spoiler, on parle évidemment encore de journalisme. À très vite et rendez-vous au prochain épisode. Ça va, ça a été? Très bien, et toi? Ouais, trop bien. Parfait, 1 heure. Ça va, c'est un peu dans le jus, on fait pas de pause, mais... Non, très bien. Trop bien. Tout va bien, c'était Ok. hyper intéressant. Puis c'est cool d'avoir quelqu'un qui a vécu un peu la même chose, quoi. Ouais, bah ouais. C'est où ton histoire sur le mariage de ta pote? Ouais, faut te la raconter plein de fois, mais c'est vrai, enfin, à chaque fois, je suis ultra émue parce que je me dis, tu sais pas pourquoi tu prends la décision, mais parfois, c'est la décision limite la plus importante de ma petite vie, tu vois, mais... Ouais, bien sûr. Non, mais c'est important mais tu sais, c'est des de... petits déclics Ouais. de dingue. Et en fait, pendant 7 ans, je me suis dit, tu regretteras le jour où tu partiras parce que tout le monde me l'a dit. Et en fait, j'ai jamais regretté. Non. Et en fait, c'était un moment ultra heureux. Et en plus, maintenant, Osgore, c'est devenu un endroit où, un peu ma safe place, j'y retourne souvent tout seule. Parce que je me dis, c'est là où j'ai pris une décision, tu vois. C'est chouette. Ouais, Trop bien. En plus, c'est joli. Ouais, mais je pense qu'on est plein, en fait, à avoir vécu ça dans les médias. Je te le dis en off.